Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber en panne au milieu de nulle part? Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Et il y a un petit souvenir parmi tant d'autres qui est resté là un petit peu gravé au fond de ma mémoire. On était au Maroc en plein désert, vraiment au milieu de nulle part et la moto de Jason cale. Et impossible de la faire redémarrer. Évidemment, au moment de la panne, c'est toujours pareil, personne en vue et en plus de ça, on n'avait pas de réseau et pas beaucoup d'eau d'avance. Autant te dire, on ne faisait clairement pas les marioles et on était bien content d'avoir un minimum d'outillage au fond des valises. Donc si tu es en train de préparer un voyage ou un road trip, tu te demandes sûrement quoi emporter comme outillage et pièces. Eh bien, ça tombe bien car c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'emporte comme pièces et outillage en voyage? Allez, c'est parti! Donc là, j'ai sorti ma caisse à outils et comme tu peux le voir, elle est quand même assez volumineuse. Elle pèse aussi assez lourd, on le verra plus tard. Néanmoins, elle rentre dans une de mes sacoches latérales, donc ça c'est nickel, elle en occupe à peu près la moitié, ce qui est raisonnable à mon sens. J'ai tout dedans, donc quand j'en ai besoin, hop, je sors de la valise et c'est réglé. Ensemble, on va regarder ce qu'il y a dedans et tu vas le voir, je suis très prévoyant. Et ouais, peut-être même un peu trop. On va trouver de quoi réparer une crevaison, ajuster la pression des pneus, réaliser l'entretien de la chaîne, faire un diagnostic électrique, faire un shunt, recharger une batterie, démonter et remonter à peu près tout et n'importe quoi et surtout, le faire proprement. Si certains outils t'intéressent, je t'ai mis des liens en description de la vidéo vers ceux que j'apprécie et que j'utilise le plus. Alors, je n'ai pas la science infuse, je ne suis clairement pas un bon mécano, mais je vais quand même te donner un petit conseil. Même si tu ne sais pas tout réparer par toi-même, tu trouveras toujours une âme charitable pour t'aider. Et si tu as déjà le matériel, c'est toujours ça de gagner. N'hésite pas à mettre en commentaire pendant la vidéo ce que toi tu emportes ou que j'aurais oublié ou bien ce que tu trouverais superflu. Toute expérience est bonne à prendre. La base, surtout quand tu fais du off-road et que tu as besoin de diminuer la pression de tes pneus et regonfler ensuite, c'est ça. C'est un compresseur sur batterie. En l'occurrence, c'est le Easy Pump de chez Bosch. Il coûte environ 70 €. Et franchement, ça fait plusieurs années que je l'ai et c'est top. Tu peux largement gonfler 4 pneus avec, ce qui veut dire si tu es juste sur de l'ajustement de pression en voyage, tu peux largement te tenir 15 jours, 3 semaines. Et petite cerise sur le gâteau, il y a même une petite LED intégrée, hop, une petite lampe qui te permet la nuit de pas trop galérer à regonfler tes pneus. Après, certains se branchent directement sur un allume-cigare, si t'en as un sur ta moto, ça peut être la solution. Comme ça, tu n'as même plus besoin de penser à faire charger la batterie. Ensuite, pour tous ceux qui roulent en tubeless, qui auraient pris une petite pointe ou un clou dans le pneu, il y a ça. Voilà, c'est un kit mesh. En vrai, j'ai déjà réparé plusieurs fois des pneus, que ce soit sur moto ou voiture, avec ça et ça fonctionne très très bien. Alors rapidement, ce qu'on va trouver déjà, c'est deux outils. Un outil pour bien élargir le trou et le rendre poreux, pour ensuite pouvoir appliquer la mèche avec la colle. On a ensuite ce qui permet d'emmancher la mèche dans le pneu. On a également le petit couteau qui permet de couper ce qui va ressortir du pneu une fois que tu auras mis ta mèche. Et dans le cas où tu n'aurais pas ton compresseur avec toi ou tout simplement plus de batterie dans le compresseur, tu as des petites cartouches qui permettent de regonfler à minima ton pneu pour poursuivre ton périple. Donc ça, c'est une formule très rapide. En vrai, en 5 minutes, t'es reparti comme en 40. Pour une trentaine d'euros, tu peux réparer une dizaine de pneus. Donc, c'est clairement valable. Et c'est sûrement la solution la plus économique pour se sortir d'une crevaison. Alors pour le coup, je n'en ai pas, mais en général, quand on part, j'en ai toujours une dans les valises. C'est la bombe anti-crevaison. Pour moins de 10 €, tu as une alternative au kit mesh. Et pour le coup, c'est une solution qui s'adapte aussi bien aux pneus tube type que tubeless. Après, clairement, il faut que ça reste de petites perforations. Si c'est plus gros, j'ai d'autres astuces plus tard dans la vidéo. Par rapport au kit mesh, je trouve quand même cette solution un petit peu moins fiable et ça nécessite de rouler quand même quelques kilomètres pour égaliser le produit dans le pneu avant de le remettre à la bonne pression. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais en vrai, ça dépanne quand même vachement bien. Parce qu'en quelques secondes, tu peux repartir. Si tu as carrément une déchirure sur ton pneu ou ta chambre à air ou que tu as une fuite sur ton fond de jante ou carrément explosé ta jante et fait un vieux plat dessus, les deux solutions précédentes ne vont pas fonctionner. Alors personnellement, j'emporte toujours ça, c'est une petite chambre à air. Et pour le coup, elle est compatible uniquement avec mon pneu arrière en 150-70-18. Mais en solution de dépannage, elle pourra aussi s'adapter sur ma roue avant qui est en 90-90-21. Alors, aucun fabricant de pneus ne te conseillera de faire ça. Mais tu peux le faire, le temps de finir ta journée et de trouver un garage pour soit réparer ton pneu, soit te mettre une chambre à air à la bonne taille. En revanche, si tu roules en tube type, je ne peux que te conseiller d'en avoir une spécifique pour la roue arrière et une autre pour la roue avant. Ça t'évitera quand même quelques soucis. Donc là, tu es content, tu as ta chambre à air. Maintenant, il va falloir déposer ta roue pour pouvoir installer la chambre à air sur la jante. Pour cela, il faut généralement désolidariser l'étrier de frein de la fourche ou du bras oscillant.
Mais on verra plus tard le jeu de clés à cliquer qui permet de le faire. Personnellement, j'ai la clé fournie par KTM pour desserrer les écrous. Mais alors bon courage pour desserrer les écrous avec ça quoi. Ils t'ont fourni un petit manche avec, mais bon. C'est vraiment la solution d'ultime recours. Hein. Le top du top, c'est d'avoir une clé dynamométrique. Mais ça coûte cher et ça prend pas mal de place aussi. L'intérêt, c'est que tu auras un grand bras de levier qui va permettre de desserrer l'écrou, mais surtout de pouvoir resserrer au bon couple et de repartir en totale sécurité. Mais pour ma part, je n'ai pas tout ça et je mise clairement sur les premières solutions, la réparation avec le kit mèche ou la bombe anti-crevaison. Donc là, ça y est, t'as sorti ta roue et maintenant il te faut des démonte-pneus. Donc voilà, je les ai là, impeccable. Donc tu vois, j'en ai 3, ils font à peu près 30 cm justement. Tout à l'heure, on parlait de bras de levier pour pouvoir faire ça plus facilement. Et ça coûte une quinzaine d'euros, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'en priver. Et je suis bien content de les avoir car ils ne m'ont jamais servi en voyage. Et voilà, on a donc fait le tour sur la partie pneumatique et c'est tout ce que j'emporte pour faire face aux crevaisons. Et comme tu le vois, ça permet de parer un petit peu à toutes les situations et de poursuivre ton voyage sereinement. Donc maintenant, on va enchaîner sur la deuxième partie qui est les pannes électriques. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos et en plus, ça m'encourage énormément. Et donc maintenant, on va enchaîner sur la deuxième partie qui peut poser pas mal de problèmes en voyage, la partie électrique. Un truc tout bête qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, la moto refusait de redémarrer. Bien que la moto m'indique la tension au tableau de bord, j'aime bien quand même vérifier par moi-même. Du coup, j'ai un petit voltmètre, voilà, donc ça coûte 10 € sur Amazon, et franchement, il fait très bien le job. Bon, c'est classique, hein, rien d'extraordinaire, si tu sais ce que c'est un voltmètre, t'es pas perdu. Hein. Donc voilà, c'est petit, c'est léger, il faut juste bien penser à avoir des piles en bon état à l'intérieur. Et mine de rien, c'est bien pratique pour mettre le doigt sur certaines pannes. Tu peux mesurer la tension de ta batterie au repos, voir si le problème que tu as vient vraiment de la batterie ou pas. Tu peux aussi, quand ton moteur tourne, mesurer la tension de ta batterie, ce qui permet de savoir si elle se charge bien ou pas. Et plus intéressant, tu peux mesurer la résistance électrique de chaque composant de ta moto. Donc comme ça, je pense aux bobines d'allumage, aux capteurs PMH sur les vieilles motos, mais ça marche pour tout et n'importe quoi. Avec ces valeurs, tu peux les comparer à celles données par le constructeur, et ainsi mettre le doigt sur un élément défaillant. Bref, tout un tas de mesures qui vont te permettre de poser un premier diagnostic, et éventuellement d'y remédier si tu as la pièce en stock. Ça sert aussi à tester la continuité d'un fil électrique pour savoir s'il est sectionné. Et si c'est le cas, ça nous mène directement au point suivant. Donc effectivement, si tu as un fil sectionné, tu vas facilement pouvoir le réparer avec un nouveau fil et un wago. Et des wagos d'ailleurs, j'en ai juste ici, on appelle ça domino également. Donc en fait, ce sont des tout petites pièces en plastique avec des petits raccords en métal. Tu viens glisser ton câble à l'intérieur, de chaque côté, tu clips et c'est fait. Ça coûte vraiment que dalle et ça peut vraiment te dépanner. Et là comme ça, je pense notamment à des pannes assez classiques, hein, des capteurs de béquilles par exemple qui dysfonctionnent ou qui se prennent un pet. Et du coup, ça coupe l'allumage. Donc tu ne peux plus rouler ni démarrer. Sur la plupart des motos, avec ça, tu peux juste faire un shunt, c'est-à-dire que tu viens mettre les deux câbles à l'intérieur du wago, tu clips et t'es reparti. Sauf quand tu as une moto comme la KTM qui est bourrée d'électronique. Forcément, ça marche pas. Il te faudrait un dongle que tu vas payer quelques dizaines d'euros, mais pour une Ténéré 700 par exemple, ma technique fonctionne nickel. Et pour fignoler le truc, tu peux venir mettre un petit coup de Chatterton autour de ta réparation, ça permet d'étanchéifier un petit peu le truc et d'éviter que des câbles se touchent entre eux. Forcément, pour couper ton câble électrique ou le dénuder, tu peux utiliser un couteau, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, parce qu'un couteau, ça coupe, et le mieux, c'est quand même d'avoir une pince coupante. Parce que ça coupe aussi, mais le câble n'est pas tes doigts. Alors un conseil quand même, n'essaye pas avec les dents. Et personnellement, j'ai ce petit outil, donc c'est un Laserman que je t'avais déjà présenté dans la vidéo sur le matériel de bivouac. Et notamment dessus, il y a une petite pince coupante qui est très pratique. Bon après, t'as pas que ça. T'as une scie, des ciseaux, une lame, un décapsuleur, une petite pince, deux petits tournevis. Bref, c'est un petit peu cher, mais tellement pratique. Après, il en existe des copies beaucoup moins chères, mais à défaut, une petite pince coupante fera très bien l'affaire. Et du coup, je me suis un petit peu égaré. Mais si tu as oublié d'éteindre tes feux, oublié d'éteindre un composant électronique sur ta moto ou je ne sais quoi, ta batterie est sûrement déchargée. Et j'ai la solution pour toi. Un chargeur de batterie. Tu branches ça sur le secteur et quelques heures après, tu es reparti. Bon, sinon, tu peux toujours te trouver une descente, essayer de démarrer en seconde ou demander à tes collègues de te pousser. Ça marche très bien aussi. Le mien m'a coûté 45 €, tiens, c'est d'ailleurs marqué dessus encore.
Je l'avais acheté chez Daffy il y a déjà quelques années. Mais maintenant, avec l'inflation, il coûte 55 €. Il intègre notamment une fonction de maintien de charge et d'optimisation de ta batterie, ce qui est intéressant, notamment l'hiver où tu peux être amené pendant plusieurs semaines à ne pas te servir de ta moto. Et grâce à ça, ça améliore la durée de vie de ta batterie. Après, est-ce qu'il faut l'emmener ou pas en voyage, ce machin? Ben jusque là, je l'emmenais à chaque fois. Aujourd'hui, je suis quand même en train de me demander s'il y a vraiment un intérêt. Parce que généralement, le jour où tu tombes en panne, t'as pas de secteur à proximité, donc ça, ben, ça te sert à rien en fait. Donc voilà, je t'en ai parlé, tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, je pense que je vais arrêter de l'emmener et ça va me gagner une sacrée place dans ma petite valise. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler des fusibles? Bon, d'accord. Quelques fusibles en 10 et 15 ampères d'avance, c'est quand même la base. Les fusibles, c'est vrai que parfois ça peut cramer sans réelle raison, donc c'est toujours bien d'en avoir quelques-uns en stock. Néanmoins, si tu remplaces plusieurs fois le même fusible d'affilée, c'est sûrement que tu as un problème sur un de tes composants électriques sur ta moto. Donc là, va falloir faire un diagnostic un petit peu plus poussé. Bon voilà, on a fait le point sur le matériel pour les pannes électriques. Maintenant, on va passer à l'entretien du kit chaîne. Je vais passer très vite sur cette partie car tu sais déjà tout. Déjà, il te faut une petite brosse, tu la mets dans un petit sachet en plastique parce que quand tu pars, c'est neuf, c'est tout bien. Mais en cours de voyage, c'est pas mal de pouvoir la stocker proprement dans ta valise. Il te faut du nettoyant et du lubrifiant. Et c'est tout. Alors, les bombes de nettoyant et de lubrifiant, il en existe au format pocket, qui font une dizaine de centimètres de haut. T'encombre pas avec ça, part avec des petits machins. Et puis, il te faut aussi de quoi faire ta tension de chaîne entre 500 et 1000 km. Sur des voyages au long cours, c'est indispensable. Mais pour faire ça, tu le verras directement dans le prochain chapitre. Alors tu l'as vu, jusque-là on a surtout parlé de gros matériel et pas de petit outillage. Donc en vrac, j'ai un jeu de clés à cliquer, Facom évidemment. Tu as plein de douilles, tout un tas d'embouts qui te permettent de démonter et remonter à peu près tout et n'importe quoi, de faire ta tension de chaîne, et franchement, le cliquer, ça c'est vraiment la vie. Tu gagnes du temps, t'as plus de force, et du coup t'as moins mal à tes petits doigts. Pour ce coffret, il faut compter quand même 150 € environ. Mais franchement, ça fait des années que je l'utilise, et ça marche super bien. Ensuite, j'ai un petit jeu de clés Allen, clés BTR, clés hexagonales, clés à 6 pans, bref, très utile même si t'as déjà certaines tailles dans le coffret de clés à cliquer. Choisis quand même bien tes clés car certaines ne te serviront clairement à rien. J'ai également tout un tas de clés plates avec un côté qui permet de faire le cliquet. C'est très pratique mais toutes les tailles ne sont pas forcément indispensables. Et moi j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, faut voir un petit peu ce que tu emmènes ou pas en fonction de ta moto et des fixations que tu as dessus. Ensuite j'ai une pince multiprise. Bon là c'est du Facom pareil. Donc elle n'est pas trop grande, pas trop lourde. Donc ça c'est nickel. Et j'ai aussi une petite clé à molette qui peut toujours servir aussi. Et enfin, dernier truc, mais là je n'arrive pas à remettre la main dessus, je me demande si je l'avais pas filé à Jason d'ailleurs, c'est une clé à bouche. Surtout si tu roules avec une vieille bécane. Alors tu l'as vu, jusque là on a quasiment exclusivement parlé d'outillage, hormis un peu les chambres à air, les wagons et le câble électrique, et très peu de pièces. Alors c'est bien beau d'avoir de l'outillage, mais si t'as pas de pièces de rechange, dans quelques cas ça peut ne servir à rien du tout. Donc je vais te dire ce que j'emporte toujours avec moi. Eh bien rien du tout, parce que le pilote il est tellement bon qu'il ne cache jamais rien. Bien évidemment, je plaisante. Mais je te conseillerais quand même les classiques. Les leviers de frein qui ont tendance à casser lors des chutes, éventuellement une bougie bien qu'on en trouve très facilement aux quatre coins du globe, un sélecteur de boîte de vitesse et pourquoi pas un petit levier à pied, là je sais plus comment on dit, pour le frein. Sans oublier les fusibles et les chambres à air dont on a déjà parlé précédemment. Et si tu as une vieille bécane, je pense notamment à des pièces qui sont pas forcément faciles à trouver partout. Un boîtier CDI, je pense notamment aux vieilles Honda dont c'était un petit peu le point faible. Pourquoi pas un régulateur de tension, qui sont aussi des pièces un petit peu sensibles avec l'âge des véhicules, et un kit d'embrayage, mais ce dernier point ne s'adresse pas uniquement aux vieilles bécanes. Certaines motos plus récentes présentent des points de fragilité, et cela dépend vachement de l'utilisation qu'on en a aussi. Donc en off-road, un kit d'embrayage, c'est pas forcément déconnant. Le souci, c'est que quand tu commences à psychoter sur tout ce qui pourrait t'arriver en moto, eh bien tu finis par emmener avec toi une deuxième moto en kit dans tes valises. Et ça, tu le sais, c'est pas possible. Du coup, c'est à toi de savoir un petit peu les points faibles de ta moto et la disponibilité des pièces là où tu pars. Eh bien les fluides, c'est lourd, c'est encombrant et ça fuit un jour ou l'autre. Et clairement, on en trouve partout. Donc je serais toi, je m'encombrerais pas avec ça. Sauf éventuellement un petit peu d'essence de secours sur des grosses étapes en pleine pampa. Et encore, pas forcément. Mais c'est un peu hors sujet. Si malgré tout le matériel que tu emportes, tu es quand même en rade, mais
que tu as un collègue avec toi, j'ai la solution ultime. La sangle. Tu accroches la sangle au crash bar ou au cadre de ton collègue, tu fais pareil sur ta moto pour qu'il te mène dans un endroit où tu pourras te pencher plus sérieusement sur ton problème ou vers un garage. Pour faire ça, prévois quand même un minimum de 3-4 mètres, histoire d'avoir une marge de sécurité si ton copain devant y freine. D'ailleurs, si t'as remarqué, ma sangle est dans un petit sachet qui permet, quand tu démontes des choses, de ne pas perdre toute la visserie dans la pampa. Parce que perdre des vis dans la gadoue, bah bon courage pour les retrouver. Là, tu les mets dans le petit sachet, tu as un petit zip qui permet de le fermer et comme ça, tu es tranquille, tu ne perds rien. En petit bonus, un tendeur, c'est toujours pratique, histoire de sangler un bagage ou bien des courses que tu n'aurais pas la place de mettre dans tes valises. Typiquement, tu achètes une baguette, tes bagages sont pleins, hop, un coup de tendeur et t'es peinard. Et pareil pour les petites sangles, parce que c'est quand même fréquent que les sangles elles pètent sur les bagages, surtout en off-road. Donc avoir des petites sangles d'avance, ben franchement ça dépanne bien. C'est bête, ça ne prend pas de place, mais crois-moi, ça m'a déjà été bien utile. Et enfin, 2 derniers bonus, c'est cadeau, ça me fait plaisir, des gants et un chiffon. Déjà les gants, ça va permettre de travailler en sécurité et surtout de pas mettre plein de cambouis sur tes jolies petites mains que tu vas ensuite fourrer dans tes gants, espèce de gros dégueulasse. Et enfin, à avoir toujours au fond de ta valise, c'est des serre-cap, des serre-flex, bref, t'appelles ça comme tu veux. Mais quand tu as tout ton porte-paquet qui est dessoudé du cadre comme c'est arrivé à Jason pendant la Transpyrénéenne, eh bien je peux te le dire, ça sauve ton voyage. Comme je te l'avais promis, maintenant on va mettre tout ce barda sur la balance. Mais avant, je t'invite à aller faire un petit tour sur ma boutique, le lien je te le mets juste ici. Tu vas pouvoir trouver les casquettes, les stickers comme sur la moto et quelques autres goodies qui permettent de financer la production des vidéos. Allez donc c'est parti pour l'ultime test. Allez, hop. Voilà. Ah la vache, 8 kg 145, c'est quand même énorme. Bon, j'avoue que le chiffre, il m'étonne moi-même, il est assez énorme. Mais ce chiffre est quand même à relativiser, parce que comme je te l'ai dit pendant la vidéo, je n'emporte pas les grandes bombes de nettoyant et de lubrifiant pour la chaîne, je n'emporte plus le chargeur pour la batterie, et il y a un certain nombre de clés que je suis en train d'exclure de ma caisse à outils. Donc je vais au total gagner environ 2 kg sur ma caisse à outils. Ça fait quand même 6 kilos, ce qui n'est pas rien. J'ai la chance d'avoir un gros trail, ce qui permet d'emmener plein de choses, mais c'est aussi le prix à payer pour avoir ce qu'il faut quand je suis en panne. Alors, tu l'as vu, j'emporte énormément de choses. Mais jusque-là, je touche de la peau de singe. J'ai toujours eu ce qu'il me fallait pour parer aux imprévus. En dehors des pannes nécessitant des pièces spécifiques. Un petit peu comme d'habitude, ce qu'on décide d'emmener est une question de compromis en fonction du volume de bagages et du poids qu'on est prêt à mettre sur sa moto. C'est très psychologique tout ça. Reste à savoir ce que toi tu vas mettre dans ta caisse à outils pour ton prochain voyage. Pense à mettre un petit like, à t'abonner, à activer la cloche des notifications. De mon côté, je te mets la liste du matériel en description de la vidéo. Allez, ciao!